L'histoire de leur malheur, c'est l'histoire de tous ici. Chassés de chez eux, rackettés, brutalisés, ils ont eu 5 minutes pour quitter leur maison. Un feu de bois pour tout confort. Ils attendent là depuis des heures, depuis des jours, leur départ pour un pays d'accueil. Aux yeux du monde, ces hommes aujourd'hui symbolisent la plus grande catastrophe humanitaire jamais vue en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes à Brazda, en Macédoine, un État indépendant pro-serbe. 20 000 réfugiés kosovars ont échoué ici dans ce camp improvisé au milieu des champs. Comme les 150 000 Albanais du Kosovo arrivés depuis le début de la guerre, ces réfugiés sont indésirables. Trop nombreux, ils risquent de mettre en péril la stabilité de ce pays de 2 millions d'habitants. Sous la surveillance de la police et de l'armée macédonienne, les candidats à l'exil doivent faire 30 heures de queue avant d'être enregistrés par les fonctionnaires du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les Serbes leur ont confisqué tous leurs papiers. Please listen, everybody. We've just received information there is a flight to Turkey tomorrow morning. Is there anybody in this section of the crowd that would like to go to Turkey? If there is, please step out to the right and we will form another queue. Le HCR a beau faire de la retape, les candidats au départ pour la Turquie sont peu nombreux. Le pays le plus demandé est l'Allemagne, où la plupart ont un parent. Okay, then please don't interrupt me just now. I understand, but I must work on Turkey now. Right, I'll get a table over for you. Pass the table. Avdouch Aliti a fait son choix. Il va partir avec une partie de sa famille pour la Turquie, mais ce choix est terrible. Dans la panique qui a accompagné son exode il y a 10 jours, il a été séparé de 3 de ses enfants. Une fille de 13 ans et ses 2 fils de 16 et 18 ans. Depuis, il ne les a pas revus. Sous la tente du HCR, les formalités sont réduites au minimum afin d'accélérer le départ des réfugiés. La Macédoine ne veut être qu'une terre de transit. Avant de partir, Avdouch tente une fois encore d'avoir des nouvelles de ses enfants disparus. Depuis 10 jours, il refait le même trajet vers l'entrée du camp. Car là, à l'extérieur, de l'autre côté des grillages, des familles albanaises de Macédoine qui hébergent des réfugiés viennent donner des nouvelles. Par-delà les grillages, chacun lance le nom d'un parent, d'une femme, d'un enfant perdu pendant l'exode. Au milieu de la détresse, parfois un moment de bonheur. Cette femme retrouve ses 3 nièces, leur père et leur mère les ont perdues sur le chemin de l'exil. Le miracle également pour Avdouch. Il vient d'apercevoir ses 3 enfants à l'extérieur du camp. Les policiers leur interdisent l'entrée, nous décidons d'aller à leur rencontre. Qui sont les enfants de monsieur là? Pourquoi il laisse pas rentrer la petite fille pour dire Кажу, gdje sluči kamera, da je mu zemlje lenta.
Devant notre insistance, l'officier laisse les 3 enfants rejoindre leur père. Nu kunde han titta skulle kunna andas bara för att skulle kan. En daar is met je zo'n kan hopen dat komt zeker. Jo bi vëllai se kon. Se më më vash ku me ta kuçish. Ska me nuk kur që bashkohemi bashkë. À l'ouest de la Macédoine, l'Albanie. Ici, les réfugiés ont un peu plus de chance dans leur malheur. Sur cette terre, au moins, ils se sentent un peu chez eux. Malgré sa pauvreté, son dénuement, le pays frère accueille à bras ouverts les bannis du Kosovo. Depuis un mois, près de 400 000 hommes, femmes et enfants y ont trouvé refuge. C'est par cette route de montagne défoncée qu'ils traversent la frontière au rythme infernal de 5, 10, parfois 15 000 par jour. Face à la marée humaine qui asphyxie le nord du pays, la solidarité albanaise a formidablement joué. 40% des familles ont accueilli des réfugiés. Ce jour-là, une équipe de Médecins sans frontières rend visite à une paysanne qui héberge une trentaine de personnes. Christina, une psychologue américaine, lui remet un petit colis. Une aide plus symbolique que réelle. Elle est là surtout pour apporter un soutien psychologique aux réfugiés. Chassées de leur village, ces femmes ont été séparées de leur mari. Après un voyage de 48 heures, entassées à l'arrière d'un camion, elles ont atterri ici, il y a 15 jours. Comment faites-vous pour l'eau et la nourriture? Les maîtres de maison partagent avec nous. La plupart du temps, on ne mange pas. Vous vous êtes présenté quelque part pour les aides humanitaires? Non. Quand on va à un endroit, on nous dit d'aller ailleurs. Et les enfants, ils ont un comportement normal en ce moment? Oui. Depuis qu'on est ici, ils sont plus tranquilles. Sauf qu'on est nombreux. Excuse-moi, tu peux demander à cette dame à côté de moi si elle souhaite qu'on parle un peu ensemble? Ça a vraiment pas l'air d'aller. Madame, le médecin américain demande si elle peut discuter avec vous. Elle voit que vous êtes triste. Vous seriez d'accord pour parler avec elle? Comment ne pas être triste, mon chéri? On nous a terrorisés. Ils sont entrés dans la maison, ils ont tué mon mari, ils ont tué mon beau-frère. Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ils sont entrés de force dans la maison. Ils demandaient de l'argent. On leur en a donné, mais ce n'était pas assez.
Alors ils ont tiré des coups de feu dans les vitres. Ils ont tout cassé. Ils disaient « de l'argent, de l'argent, de l'argent ». On leur a dit « on n'en a plus ». Ils nous ont poussés dans la cour. Mon mari est monté dans le camion. Il l'a fait démarrer. Il est descendu ensuite pour nous aider à monter. Ils ont tiré sur mon beau-frère après lui avoir demandé de l'argent. Il n'en avait plus. Il s'est fait tuer. Quand il a vu son frère mort, mon mari s'est figé. Mon mari regardait son frère et il s'est fait descendre à son tour. Qui va s'occuper de mes enfants? Mes fils ne sont plus là. Si ce n'est pas moi, qui le fera? I po blagorodnosti njihova lika i slavi im koplja I štita. Sa svecima I kraljima mi smo u srodstvu. Nous ne sommes pas à Belgrade, mais à Podgorica, la capitale du Monténégro, l'une des 3 républiques de la Fédération yougoslave. À peine plus grand qu'un département français, ce pays de 600 000 habitants à majorité serbe compte 23% d'Albanais. Chaque soir, un concert rock rassemble les partisans de Slobodan Milošević, le grand frère serbe. Meeting de soutien au dictateur, protestation anti-OTAN, ceux-là se sentent serbes avant d'être monténégrins. Alors, comme à Belgrade, on chante la Grande Serbie. Comme à Belgrade, on fait le même V de la victoire. Comme à Belgrade, on s'épingle une cible sur la poitrine. Une même haine réunit cette foule fanatique contre les raids de l'OTAN qui n'épargnent plus le pays. Ce soir-là, les avions de l'OTAN visaient une base aérienne de l'armée yougoslave dans la périphérie de Podgorica. Les avions ne représentent aucune menace pour nous. Ils ne peuvent rien nous faire. Personne n'a jamais rien pu nous faire. Et les avions fascistes n'y changeront rien. Vive la Serbie pour toujours! Mais le pays tout entier est loin d'être à l'image de ces ultranationalistes. Il y a 2 ans, il a même élu un président démocrate, Milo Djukanovic, partisan d'un Monténégro pluriethnique et multiculturel. Nous sommes chez Miško Vuković, le conseiller politique du président, un homme inquiet. Pour avoir refusé de se laisser entraîner dans la guerre par Milošević, le Monténégro est aujourd'hui au cœur de la partie de bras de fer qui se joue avec Belgrade. Sa femme et ses 2 enfants partagent son inquiétude. Cela influe sur toute la famille. Nous sommes tous stressés. Quand vous voyez la façon dont ils détruisent le pays, vous vous demandez si vous ne serez pas vous aussi la prochaine cible. Vous ne pouvez pas être indifférent, ni vivre normalement. Le pire, c'est qu'on s'habitue à cette situation anormale. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas d'issue. C'est Maya qui vit ça le plus difficilement. Elle demande toujours « Papa, quand est-ce que tout ça va s'arrêter ?» Lučeka et la police sont battus. Des soldats sont morts des 2 côtés, mais ce sont les enfants, les femmes et les personnes âgées qui ont le plus souffert. Le Kosovo est détruit. Je pense que ce n'était pas l'objectif, ni pour Lučeka, ni pour la police serbe, ni même pour l'armée yougoslave.
Au palais présidentiel, les réunions de crise se succèdent. Entre l'afflux des réfugiés, les pressions croissantes de la Serbie, la menace que fait peser l'armée yougoslave, le gouvernement n'a pas droit à l'erreur. Chaque matin depuis le début de la guerre, le président Milo Djukanovic réunit ses plus proches conseillers. Dans l'antichambre, Miško Vuković retrouve Goran Džugić, le conseiller à la sécurité intérieure. Le but essentiel du cabinet et de son président est de sauvegarder la paix, le peuple et l'économie du Monténégro. C'est de savoir comment, dans ce moment difficile, on pourra s'en sortir calmement, sans conflit et sans scission. C'est le plus grand défi que doit relever le Monténégro depuis 50 ans. Autour du président, une équipe gouvernementale très jeune. La moyenne d'âge ne dépasse pas 40 ans. Mais l'absence de tout protocole nous a pris de court. L'homme qui vient d'entrer n'est autre que le président, Milo Djukanovic. Il accepte notre présence sans aucune réserve. C'est depuis ce bureau que le président monténégrin défie le pouvoir de Belgrade. Après seulement 18 mois d'exercice, il doit faire face à la crise la plus grave que son pays ait jamais traversée depuis 50 ans. Naturellement, le régime de M. Milosevic essaie de nous présenter comme des traîtres de la Yougoslavie. C'est en effet son vocabulaire bolchevique habituel. Déjà au cours des années précédentes, M. Milosevic avait démontré qu'il ne possédait pas les principes démocratiques qui lui auraient permis de dialoguer avec ses opposants politiques. Lui, il préfère coller des étiquettes, traiter de traîtres tous ceux qui sont différents de lui, afin d'utiliser le sentiment patriotique, ce qui l'aidera à éliminer les gens qui pensent différemment de lui. À l'ouest du Kosovo, dans la vallée de Rugova, Peć, le berceau de la résistance de l'UÇK. Cette zone de haute montagne qu'on ne peut atteindre qu'à pied ou à dos de mulet est l'un des bastions des combattants de l'armée de libération du Kosovo. Ce 6 avril, c'est la première fois depuis le début du conflit qu'une caméra occidentale est admise à suivre une brigade de l'UÇK. Devenu un mythe pour tout un peuple déporté, ces hommes, dont on a du mal à évaluer le nombre, tentent de défendre leurs terres, une poignée de Kalachnikov contre une armée de blindés serbes. D'où viennent vos armes? Nous les avons achetées. Vous les avez achetées? Oui. Vous n'avez pas d'aide? Si, des Albanais. Et des autres pays? Non. Juste des Albanais. On en a acheté aux Serbes aussi. Accompagné d'un soldat de la 136e brigade, le commandant Najib rejoint un poste avancé. On approche des positions serbes. Il reste une demi-heure de marche. Sur ces sommets de plus de 3000 mètres, c'est encore l'hiver. L'unique chance de survie de cette armée de l'ombre est de monter toujours plus haut, là où la neige et l'absence de route peuvent seuls bloquer l'avancée des chars serbes. Au bout de 7 heures de marche, le commandant Najib atteint enfin la ferme qui sert de camp de base. C'est le dernier poste avant la ligne de front. Mais une sentinelle signale l'approche d'un groupe de soldats impossible à identifier dans le brouillard.
C'est notre patrouille. C'est le chef, leur commandant. Que font-ils? Ils sont en train de surveiller la région qui est en face de nous. Et puis ils vont arriver. C'est ici qu'on se rassemble et puis après on repart patrouiller. Danny. Mua? Do t'ju sqaroj se është motoskendaj që është ai. Si grupit dha. Un morceau de viande séchée pour tout repas, le temps pour les deux patrouilles de faire leur rapport avant de repartir. J'ai entendu un bruit, alors je suis sorti, et à 50 mètres de la cabane, j'ai vu une lumière. J'étais avec Tali. Alors j'ai dit à Tali, va chercher les autres. Et puis moi j'ai pris position, j'ai mis mon arme à l'épaule, et le mec a allumé une cigarette. J'ai tiré avec ma Kalachnikov. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher un fusil à lunettes. Et j'ai vu le mec tomber par terre. Tout d'un coup, j'en ai aperçu un autre, au-dessus de moi. Alors j'ai tiré dessus aussi. Après, on a pris position, et là, j'ai attrapé un fusil à lunettes. De toute façon, ils étaient perdus. Il y a plein de précipices à cet endroit-là. La fatigue, la faim, le froid, rien ne semble entamer la détermination de ces hommes dans leur combat contre leur persécuteur, Slobodan Milošević. C'est à Milošević qu'on en veut. C'est à son régime. Les Serbes sont des gens comme nous. C'est le régime qui fait la différence entre les Albanais et les Serbes. On n'a rien contre les Serbes, juste contre le régime de Milošević. Vous croyez que ce sera possible de revivre avec les Serbes comme avant? C'est vraiment difficile à dire. Je ne peux pas le dire. En fait, je ne pense pas. Je pense que ce n'est plus possible. Vous voyez quelqu'un? Non. Il n'y a pas de danger. On va observer les positions de la police serbe autour de Peć. Ce n'est pas dangereux? Si, c'est dangereux, mais nous devons le faire. Vous pouvez voir toute leur patrouille? Bien sûr que l'on peut. Nous observons tout le temps leurs patrouilles, leurs mouvements. Aujourd'hui, plus question pour ces patrouilles isolées de chercher l'affrontement direct avec l'armée yougoslave. Trop peu nombreux, mal équipés, ils en sont réduits à des missions d'observation pour repérer les mouvements des troupes serbes. Papa. Il y a beaucoup de gens. Ils sont de la police? Police, paramilitaires, soldats, toutes sortes de troupes. Ils sont tous ensemble.
C'est la ville de Peć. Il n'y a plus personne. C'est de là que viennent tous les réfugiés? Oui, ils viennent tous de là. Environ 200 000 personnes. Et c'est de là que vous venez? Oui, je suis de Peć. Et votre famille? Ma famille est à côté de Peć. Le village là-bas. Peć, la deuxième ville du Kosovo, vidée de tous ses habitants dès les premiers bombardements de l'OTAN. Pour tenir, l'UÇK a besoin de renforts. Elle les recrute parmi les jeunes de la communauté albanaise émigrés en Europe. Comme ici en France, Kosovars ou Albanais, réfugiés politiques ou simples immigrés, ils étaient venus chez nous, étudier, travailler. Célibataires ou pères de famille, dans quelques minutes, ils vont tout quitter pour regagner au Kosovo les rangs de l'UÇK. Toute la diaspora albanaise et kosovare, que ce soit en France, en Suisse ou en Allemagne, verse en moyenne 3% de son revenu à l'UÇK. Dans ce minibus, ils sont 9, venus essentiellement de la région parisienne. Pour rejoindre le Kosovo, ils vont traverser toute la France, puis l'Italie jusqu'au port de Bari, où ils prendront le bateau pour l'Albanie. Ils y seront dans 2 jours. C'est avec ça qu'on va libérer le pays. C'est avec la musique. C'est un bon exemple. Je pense pour le monde entier. Allez libérer le pays avec la musique, hein, avec notre musique à nous. Et on va les libérer. Là, vous rêvez, là. Ah, je rêve pas du tout. Je rêve pas du tout. Je rêve pas du tout. C'est pas un rêve du tout aujourd'hui. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Et il se réalise. Parce que c'est pas facile à tourner le dos à une femme et 2 enfants quand même. Hein. C'est ce que j'ai devant mes yeux. Je ne leur ai pas tourné le dos, je ne les ai pas abandonnés. Ma femme a approuvé ce que je fais. C'est pas mon fils. Ma femme, elle est française, elle a approuvé. Elle m'a soutenu pendant tout le temps. Et à un moment, elle s'est pas dit, mais comment tu nous tournes le dos? Parce que c'est pas un abandon. En 28 ans, c'est la première fois que je retourne chez moi. Mon père avait été exilé, enfin, avait été chassé il y a 28 ans de ça. Et ça, c'est le plus beau jour de ma vie parce que c'est des rêves d'enfant. C'était retourner là-bas, mais cette fois, retourner en force chez moi. Et vu qu'on est épaulé par le monde entier cette fois, je veux y retourner. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous, mais par contre, au moins, pour une fois, au lieu de se faire massacrer, il y aura un combat face à face. Et ça, à ce moment-là, je l'échangerai pour rien au monde. Après 15 heures de route, un premier arrêt dans une station-service en Italie. Certains ont déjà revêtu l'uniforme qu'ils ont acheté à Paris. La tête entre 2 pays, celui qu'ils quittent et celui vers lequel ils vont. Je pense à mon enfant. Lui, il sera grand un jour. Et il saura très bien qu'en avril 1999, il y a eu une guerre au Kosovo. Il y a le peuple albanais du Kosovo qui a fait la guerre pour libérer ses terres. Et je ne me permettrai pas de dire à mon fils que pendant ce temps-là, je suis resté bras croisés chez moi en France. Si je reste vivant, il sera fier de moi. Si je serai mort, il sera fier de moi. Même plus, je pense. Parce qu'il saura très bien pourquoi je suis mort. Mais la mort est loin. Mejded a 33 ans, il a laissé sa femme à Paris enceinte de 3 mois. Nasser, 28 ans, marié à une Française à 2 enfants. Il vit en Seine-Saint-Denis. Sans nouvelles de son père et de ses frères restés au Kosovo, il appelle un parent pour avoir des nouvelles.
Elle vient m'apprendre des nouvelles, que ma famille est saine et sauf, elle est passée en Macédoine. Elle m'a appris que sur mon ville, à Rocheva, il y a eu 20 jeunes filles qui étaient assassinées et violées, alors que ça a été découvert hier. De plus en plus, la haine monte contre les Serbes. Et puis, c'est pas le moral qui nous casse en faisant ces massacres, les Serbes. C'est pas le moral, c'est le courage. Ils nous encouragent plus en plus de faire de la guerre avec eux, quoi. En Albanie, pour la première fois depuis le début de l'intervention alliée, des forces serbes ont fait une incursion au territoire albanais. Les militaires ont brièvement occupé 2 villages du nord du pays à la frontière. Les observateurs s'inquiètent d'une possible extension du conflit. Ils sont équipés à taille égale. On les chasse, sans problème. On a à peu près le même armement. Maintenant, je pense que... En combien de temps? Le même armement. Je donne 48 heures. Alors là, je suis pas optimiste, je donne 48 heures. C'est une armée très, très entraînée, vous n'êtes pas un peu... Non, elle n'est pas très entraînée, elle est habituée à massacrer des gens qui ne se battent pas. C'est totalement différent. Leur force, c'est la terreur. La terreur sur les gens désarmés. Un Serbe, il peut faire 2 fois ma taille. Hein, plus grand, plus fort, bien armé, gilet pare-balles, grenade, N47 sur un Kalachnikov. Et moi, si j'aurais un couteau, je serais beaucoup plus fort que lui parce que je suis chez moi. Ça veut dire qu'il me tuera, mais je lui planterai le couteau sur lui. Le lendemain, à 10 h, ils arrivent à Bari. L'Albanie est à 5 heures de mer. Nous revoici dans le camp de Brazda. Il est 5 heures du matin. Pour Avdouch et sa famille, c'est l'heure du départ pour la Turquie. Au cours de la nuit, leurs 2 grands-fils leur ont appris qu'ils étaient engagés dans l'UÇK. Ils ne seront donc pas du voyage. Pourquoi vos fils restent-ils ici? Ils vont rejoindre l'UÇK. Ils se sont engagés à rejoindre l'armée le 15. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas un problème. Nous en sommes fiers. Je suis content qu'ils aient décidé ça tout seuls. Quand est-ce que vous avez appris leur décision? Hier soir. Je ne le savais pas avant. Ils ne vous l'ont pas dit plus tôt? Ils n'osaient pas. C'est la consigne qu'on leur avait donnée. Ne pas révéler ni quand, ni comment. Ils y vont le 15, c'est secret. Comme Avdouch, Shkipe, une étudiante en droit de 21 ans, s'est résignée à partir en Turquie. Je me sens triste de ne pas pouvoir rentrer dans mon pays. Shkipe ne partira pas seul. Sa mère, sa sœur, son père ingénieur agronome, son frère et une cousine prendront l'avion avec elle dans 1 heure pour Istanbul. L'histoire de leur malheur, c'est l'histoire de tous ici. Chassés de chez eux, rackettés, brutalisés, ils ont eu 5 minutes pour quitter leur maison. On l'a décidé tout à l'heure, en faisant la queue pour l'inscription des départs vers l'Allemagne. Nous attendions depuis 3 jours. Alors quand j'ai entendu l'annonce, nous avons décidé avec ma famille qu'il valait mieux partir. Nous aurions préféré partir ailleurs, mais s'il faut aller en Turquie, on y va. Il se fait casser les dents l'année dernière. 4 types l'ont mis par terre et lui ont cassé les dents.
Ma cousine a été séparée de son mari et de ses enfants. Je ne sais pas où est ma famille. Les policiers nous bousculaient, certains d'un côté, d'autres vers l'autre côté. J'étais malade, je me suis évanouie. Mon mari ne m'a pas vue, mes enfants non plus. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je l'ai fait signaler à la Croix-Rouge. Personne n'est venu me chercher. Moi non plus, je ne sais pas comment faire pour les retrouver. Je vais partir avec eux en Turquie. Je ne peux pas rester seule ici. Je ne sais pas comment mon mari va savoir que je suis partie. Alors qu'Avdouch et sa femme n'arrivent pas à se séparer de leur fils, Shkipe se raccroche à ce mur de messages. Des centaines de petits bouts de papier battus par le vent, tragique résumé de milliers de vies séparées. La cousine de Shkipe, choquée, espère toujours y découvrir la trace de son mari. Shkipe écrit pour elle les quelques lignes qui annoncent leur départ en Turquie. Avdosh Halite. Avdouch et ses compatriotes n'auront pour tout billet qu'un T, comme Turquie, marqué au feutre rouge sur la main de chacun des partants. Ramiz, Baba. Hadi kız. Sabe. Sabe. On ressent beaucoup de douleur. On a quitté nos foyers, notre patrie. Nos maisons ont brûlé. On se sent pas bien, mais que peut-on faire? Ces déportés ne sont pas au bout de leur humiliation. C'est escorté par une voiture de police qu'on les conduit à l'aéroport où un avion les attend. Cet avion réquisitionné pour le transport des réfugiés appartient à une compagnie privée macédonienne. C'est la première fois que l'équipage est en contact avec des réfugiés kosovars. Le face-à-face terrible du mépris et de la honte, de la méfiance et de l'incompréhension. Ce n'est pas normal qu'elle porte des masques. Ça veut dire qu'on est des pestiférés. C'est pas normal. Je pense qu'ils auraient pu aider les enfants, leur proposer des rafraîchissements. Elles ne nous aident pas. C'est comme si nous venions de la jungle. Ils ont peur qu'on soit contagieux. Pourquoi portez-vous des masques? Par mesure de sécurité? Nous ne savons pas, nous, d'où viennent ces gens. Ils ont peut-être des maladies. Ce n'est qu'une mesure de prévention. Je jette tout maintenant. Nord de l'Albanie.
Pour tous ceux qui chaque jour passent la frontière, l'étape obligée c'est Kukës, à une trentaine de kilomètres du Kosovo. Cette petite ville comptait avant la guerre 20 000 habitants. Aujourd'hui, 100 000 réfugiés s'y entassent. Perdus, livrés eux-mêmes dans cette ville où les organisations humanitaires semblent cruellement inefficaces, les réfugiés se contentent de survivre, installés comme ils peuvent à même les trottoirs ou dans des campements sauvages. Avec pour seul réconfort la venue des camions qui apportent des vivres. Quelques camps de tentes ont été installés à la périphérie de Kukës. Celui-ci vient tout juste d'ouvrir pour accueillir les milliers de déportés arrivés à pied dans la nuit. Plus encore que de soins médicaux, c'est d'une présence réconfortante dont ont besoin ces hommes et ces femmes en détresse. Diane, chargée par Médecins sans frontières de recueillir les témoignages des réfugiés, vient prendre des nouvelles d'une famille. L'un des 8 enfants est mort d'épuisement après 4 jours de marche. Il avait 18 mois. Les enfants, ça va? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'ils font pendant la journée? J'ai parti là-bas, aujourd'hui je vais mettre les petits garçons de terre avec ma femme. Où est-ce qu'ils ont enterré le bébé? Là-bas, je ne même connais pas les places du village. Et les enfants, ils parlent de leur petit frère? Avec? Oui, oui, je connais tout le monde. Louis, j'ai pas parlé pas parce qu'elle pleurait le premier jour, maintenant. Votre grande fille, elle parle ou elle est trop triste pour parler? Elle regarde beaucoup les croyants. Elle, tout le temps, elle pleure, tout le temps. Elle pleure tout le temps? Oui, tout le temps. Est-ce que la mère a parlé avec ses enfants ou c'est difficile d'en parler encore? Demandez à madame. Zon, pouflitnik što me fmit, če prvdeki na ti ječuš. Vetregonik što, a? C'est comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé au garçon? Fatigué, je marche trop. Marche 4 jours, une nuit, je marche toujours pied. Puis regarde les pieds. Avec Fémélie, ma femme aussi. Coiffure, regarde là. Juste avant d'arriver dedans Albanie, Yougoslavie, même pas quart d'heure, elle est morte. Après, je laisse la Yougoslavie, j'ai peur. Je la mets avec elle cache avec des vestes. Parce que c'est mon fils. Si je laisse là-bas, lui, il met la poubelle sûre. Poubelle, c'est pas de l'Angleterre. Je regarde aujourd'hui, parce que comme j'arrive avec ma femme ici, j'ai tourné, encore une fois, la ville. J'ai cherché douche, parce que je n'ai pas lavé, nous, je marche une semaine tout le temps. Et je n'ai pas trouvé. Avec il y a des douches près de la mosquée, non? Non, toujours pas. Je sais que c'est un vrai problème. Il n'y a pas encore de douche et ils vont les construire, mais... Sur la route qui mène à l'aéroport de Tirana, la guerre et l'humanitaire se croisent jusqu'à se confondre. Regarde ça. Ça, c'est carré. Américains, Français, Belges et Italiens ont installé leur campement sur l'aéroport. La base est à présent sous commandement américain. Pour coordonner la mission humanitaire du contingent français, un civil, Jean-Louis Machuron, 51 ans, ancien président de Pharmaciens sans frontières. Mandaté par le ministère des Affaires étrangères, il dirige la cellule d'urgence qui achemine les vivres, notamment vers Kukës, à 215 km. 12 heures par la route, 3 quarts d'heure par hélicoptère. Tous les pactages sont disposés à côté des hélicos.
Et toutes les demi-heures, les hélicos partent, mais tout est là, il n'y a plus qu'à charger, c'est impeccable. C'est plus simple que par la route, en fait? Ouais, ça va plus vite, et puis je crois qu'il est important de garder un fret aérien. La route, elle peut être embouteillée, elle peut être coupée, et c'est vrai que c'est bien de garder une noria d'hélicoptères qui font la rotation. Puis les hélicos nous permettent aussi d'aller plus vite pour envoyer des experts dans les camps, nous permet aussi de faire des rapatriements sanitaires, etc. Donc il faudrait qu'on essaye de garder cette base logistique sur l'aéroport. À Tirana, tous les vols civils sont annulés depuis le début de la guerre. Et pourtant, l'aéroport est certainement l'un des plus fréquentés du monde. Un avion militaire y atterrit toutes les 3 minutes et ce sont les militaires français qui déchargent les 70 tonnes de secours qui arrivent ici tous les jours. Ça vient de France, c'est quoi? Ouais. Oui, c'est la campagne organisée par la Croix-Rouge sur les paquets familiaux qui seront donnés dans chaque famille qui accueille des réfugiés kosovars. Donc ils sont arrivés hier et il y a 5000 tonnes de colis familiaux qui vont arriver. Je sais aussi qu'il y a eu certains détournements. Il y a toujours des détournements dans l'humanitaire. On ne peut pas être derrière chaque boîte de petits pois, de carottes ou de boîtes de médicaments. Encore une fois, c'est vrai, on le sait. On ne peut pas accuser non plus des gens qui gagnent rien de vous détourner une boîte de sardines. On a un petit trésor en fait, un petit trésor d'aide humanitaire, donc il faut y veiller comme à son petit trésor personnel. Mais ça, on a l'habitude. Ouais, c'est l'armée là par exemple qui s'occupe de ça? Là, c'est l'armée, oui. Et là, on peut rien se faire piquer, quoi. Je vois pas un mec qui arrive de nuit nous piquer une caisse ici, il se fait canarder. À proximité du tarmac, le plus gros contingent est américain. Parachutistes, GI occupent 80% du terrain d'aviation. Et visiblement, ils s'installent pour longtemps. Dès les premiers jours, ils ont bâti leur cantine, leur douche. Bientôt, un supermarché de campagne viendra compléter cette ville en construction. Tout ça, c'est pas l'armée française, c'est sûr. C'est les États-Unis qui s'installent, en fait. C'est vrai que les États-Unis font pas d'humanitaire. Ils sont pas venus faire l'humanitaire, ils sont venus faire une guerre. Donc, on a l'impression qu'ils sont en train de s'organiser. À 25 km de l'aéroport, la ville de Tirana, la capitale albanaise. Dans cette villa du quartier des ambassades, le siège improvisé de l'action humanitaire française. C'est ici que Jean-Louis Machuron coordonne, dans l'urgence, le travail des ONG. Et il craint un afflux massif de réfugiés. Alors bon, est-ce que c'est complètement stratégique? Cet après-midi, il reçoit une délégation du Secours populaire français qui vient travailler dans le sud du pays. Dans les prochains jours, on y attend plusieurs milliers de réfugiés évacués des zones frontalières. Que je t'explique l'idée. Les premiers mardis. Le premier mardi, à Douresh. On a rencontré des camps dans la région de, comment ça s'appelle? De Douresh, et puis à Golem. Là, on a rencontré les camps. Il y a à peu près 12 000 réfugiés sur ce coin-là. Et on va aller, nous, dans les petits villages, distribuer en relation avec les responsables du camp, parce que tous nos colis sont faits sur 10 kilos. Dedans, il y a ce qu'il faut. On commence à avoir un peu l'habitude. Alors, mes besoins, c'est des camions, au moins 2-3 camions. Parce que la dernière idée qui nous est venue, c'est d'aller dans les camps, de faire venir des hommes et de nous aider. Voilà. Tant c'est autant que moi. Bon, comment je fais pour avoir mes camions? À partir de mardi? À partir de mardi. Bon, il te faut des petits camions. Il me faudrait des camions, j'y connais rien en mécanique, moi. Comment je vais te dire Parce que normalement, mais pas des petits comme ça, hein. Non, il faut des camions. Non, parce que je peux t'envoyer une ONG française qui m'a proposé ce matin, qui a 2 camions et qui glandent. Ben, tu me l'envoies à partir de mercredi matin. Il faut qu'on aille l'évoquer. Alors ça, c'est ma première question. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Ma deuxième, j'ai entendu dire, mais j'ai pas vérifié, j'ai entendu dire qu'il y avait des difficultés pour faire dédouaner les camions. Oui. Alors il faut y arrêter, hein. Ou on va voir l'ambassadeur. Ce pays est géré par la mafia, ou à peu près. Je sais pas si vous aurez le droit de le dire ou pas, ou à peu près. Et alors là, on vient et j'entends dire des difficultés pour dédouaner les camions pour apporter de la bouffe aux gens qui souffrent. Non mais attends, t'as envie de rigoler quand même. J'en ai parlé ce matin à la réunion avec les militaires.
Tout est super. Il y a les étiquettes sur les colis, avec le produit qu'il y a dans les cartons, t'as qu'à voir. Hein. On a tout bien fait, tout est fait. On aura les listes par, comment ça s'appelle, par camion, tout est bien fait. Et tu fais un truc, don du secours populaire français au peuple albanais via l'ambassade de France, etc. D'accord, un papier comme ça. Et là, normalement, tu seras plus emmerdé. Bon, allez, on appelle la Fédé, tu fais ce que tu as à faire, et puis je te dis si ça peut marcher. Ok. D'accord? Comment je dis le numéro direct? 17h, Jean-Louis Machuron quitte l'ambassade de France. Il vient de faire le point de la situation avec le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense. Sur le trottoir, une Française l'aborde. Elle a quitté son Alsace natale pour venir spontanément apporter son aide aux réfugiés. Bonjour, je m'excuse de vous embêter. J'ai trouvé un appartement, je suis allée à Cooks. Là, j'essaie d'avoir au moins 3 personnes avec moi chez moi à la maison. Je fais ça volontairement, je suis française. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas de papier. Et bon, l'ambassade de France, elle est un peu réticente. Depuis 5 heures ce matin, je cours pour les papiers. Mais il me reste 30 personnes. Et pour ces 30 personnes, j'ai trouvé un appartement. Ici, à Tirana, et moi j'ai juste simplement une polo pour descendre. Est-ce qu'il y aurait possibilité de trouver un moyen de locomotion pour descendre ces 30 personnes de Cooks jusqu'à Tirana dans cet appartement? Je vais poser la question. Je les ai rhabillés, je les ai chaussés, je leur paye le restaurant tous les jours. Ouais, mais faut pas faire ça, hein. Vous en sortirez jamais sinon. Mais bon, j'attends quand même un minimum de réponse. Ils sont où là? Ils sont dans un camp? Là, c'est 2 petites filles, mais ils maman. sont dans un camp, ils sont... Et les 30 autres personnes sont dans un camp, ouais. Et je leur ai laissé 2000 marks pour qu'ils puissent se nourrir, se vêtir. Ils ont même pas de chaussures, ils ont rien. Bon, mais des chaussures, tout ça on peut... On se voit... Est-ce que je peux être là demain à 9h15, 9h30? Ici, devant l'ambassade? Ouais, il n'y a pas de problème, je suis là. Si côté humanitaire on court toujours après l'urgence, la communauté internationale s'organise, au Monténégro comme partout dans les Balkans, pour recueillir les témoignages qui demain serviront à désigner les coupables. Au Monténégro, pour enquêter sur les exactions serbes, la Fédération internationale des droits de l'homme a dépêché un avocat français, William Bourdon. Sa présence doit être très discrète dans cette région qui compte de nombreux supporters de Milosevic. Ici, les réfugiés ne sont pas en sécurité. Ici, vous êtes un peu incognito? On n'est pas complètement, dans la mesure où dès qu'on parlera aux réfugiés, c'est notre devoir de leur dire qui on est. Il faut qu'ils sachent à qui ils parlent et à quoi sert notre venue ici, et quelle pourra être l'exploitation des informations qu'ils vont nous communiquer. Mais encore une fois, compte tenu de la situation du Monténégro, il y a une obligation de vigilance qui est plus grande, évidemment, qu'en Albanie et en Macédoine. Pour aller à la rencontre des réfugiés, William Bourdon doit traverser tout le Monténégro. Il connaît bien les Balkans. C'est son 6e voyage en ex-Yougoslavie. Mais cette fois-ci, à tout moment, il peut tomber sur un barrage de l'armée fédérale yougoslave, composé de Serbes, ceux-là même sur lesquels il vient enquêter. Derrière ces montagnes, le Kosovo. À Bulotiš, dans cette partie du Monténégro, les Albanais sont majoritaires. Ils accueillent les réfugiés avec une solidarité exemplaire. Plus de 1000 personnes passent ici chaque jour. L'OTAN bombarde, ils survolent le ciel. Ils attaquent à cette heure-ci et pendant la nuit. William Bourdon a entendu parler d'une colonne de réfugiés attaqués par des snipers serbes. Pour ces hommes, témoigner de ce qu'ils ont subi au Kosovo peut mettre leur vie en danger. 4 invalides qui ont été liquidés. La même famille. D'accord. Les 4 invalides de la même famille que lui. D'accord. Est-ce que dans les forces paramilitaires qu'il décrit, est-ce qu'il a identifié de quelle force il s'agissait? Est-ce qu'il les avait déjà vus? Moi, je pourrais les reconnaître. À
là où j'habitais, c'était des gens du village qui sont habillés en uniforme paramilitaire. Je les connais tous. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose de précis sur les conditions dans lesquelles cette zone dont on a parlé a fait l'objet d'un encerclement? Depuis, tout le monde a été évacué vers le Monténégro. Mais il y a aussi les villages. Srenci, Ljubovna, Lugove, Prigode, Vrela, Radavac, Novo Selo et Dubovo. Ça, c'est la zone qui est donc encerclée. Voilà. Qui est toujours encerclée aujourd'hui. Oui, ils sont encore encerclés. Est-ce qu'ils laissent les gens sortir de cette zone? Non, les gens quittent la zone en cachette. Raconte-lui le meurtre d'hier de cet homme et de cette femme. Il n'est pas... Oui, tu sais ceux qui sont arrivés hier, qui nous ont raconté. Moi, je peux parler. Moi, j'étais dans la colonne. Je m'appelle... C'était une femme avec des cheveux noirs, avec 2 enfants. Je ne sais pas comment il s'appelait. C'était une grande colonne. Le milicien est monté en haut de la colline. Les femmes et les enfants ont commencé à pleurer. Je leur ai dit, ne pleurez pas, sinon il va tirer. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Si c'est la volonté de Dieu, nous mourrons ici. Les gens ont pleuré, ont dit... La femme et son mari ont été tués d'un coup. Les 2 enfants sont restés à côté d'eux en pleurant. Maman, papa, ils criaient. J'ai dit à quelqu'un, prends-les et sauve-les là-bas. Il était en haut de la colline avec sa mitraillette et ça faisait... Quel jour ça s'est passé? Hier, autour de 10h le matin, il y avait une grande colonne. Vous, madame la traductrice, vous êtes serbe, vous devez savoir ça. Ça n'est pas important, l'important c'est d'être honnête, peu importe qu'elle soit serbe. Ce qui est très spectaculaire, c'est le caractère systématique, généralisé, organisé. Puisqu'on vient d'avoir 3 personnes qui nous confirment qu'un couple a été abattu par des snipers à quelques kilomètres d'ici. Jusqu'au dernier moment, on fait régner la terreur pour s'assurer que les gens vont définitivement quitter leur territoire. Les témoignages recueillis par William Bourdon seront complétés par d'autres enquêtes menées en Macédoine et en Albanie. Le rapport final sera présenté le mois prochain au tribunal international de La Haye. Les gens ici sont entre le marteau et l'enclume. Ce que les témoins qu'on rencontre doutent, c'est que la situation change du tout au tout en quelques minutes, en quelques heures, ce qui serait susceptible de les mettre en très grand danger. Ils sont dans un territoire qui dépend de la République de Yougoslavie. Une guerre civile peut embraser tout ce territoire à l'initiative des forces serbes. Donc ce qu'ils ont vécu il y a quelques jours, quelques semaines, les atrocités qu'ils ont vécues, ils redoutent de les revivre une deuxième fois ici. À 4 heures de route de là, au cœur du Monténégro, Podgorica, dans la capitale, rien ne rappelle le drame des réfugiés kosovars. Dans le meilleur des cas, on préfère ne pas savoir. Dans le pire des cas, on approuve l'épuration ethnique. Hitler 2, Hitler bil. Evo, kučka američka. Neprijatelj vjekovni srpskog naroda. Venez voir à la télé, regardez ces images, comment ils sont en train de détruire notre pays. Ils peuvent détruire notre pays. Dans 2 ans, on reconstruira tout. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. C'est nous les vainqueurs. Qu'ils viennent. Qu'on fasse une confrontation au sol, sur terre. Ils vont s'en rappeler de la Yougoslavie. Allez, santé. Moi, personnellement, je n'aimais pas Milosevic. Aujourd'hui, je l'aime et je le respecte. Croyez-moi, je donnerai une partie de mon corps pour lui. Mais même si Milosevic voulait signer la paix maintenant, il ne pourrait plus le faire, parce que le peuple serbe ne l'accepterait plus, et là il se ferait lyncher. Il vaudrait mieux pour lui aller en prison, à La Haye, plutôt que de rester ici.
et mourir de la main de son propre peuple, en Serbie ou même dans toute la Yougoslavie. C'est ici qu'habite Miodrag Jankovic. Marié, père de 4 enfants, il s'est déjà battu en Croatie. Allez. Réserviste de l'armée yougoslave, Miodrag Jankovic est prêt à reprendre l'uniforme. Mais pour l'heure, c'est son fils aîné qui fait son service militaire à la frontière albanaise. Regardez, ça c'est mon fils. Il est militaire à la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie. Le plus important, c'est que moi j'élève mes enfants comme j'ai été élevé. Mes grands-parents ont participé à toutes les guerres pour la défense du pays. C'est dans cet esprit-là que moi je vis. C'est ça l'héritage de mes grands-pères, et c'est comme ça que je veux élever ma famille, car ils doivent défendre leur pays. Ils le doivent. Miodrag Jankovic dirige une petite entreprise de transport. Depuis le début de la guerre, il a mis ses camions au service de l'armée yougoslave. C'est sa manière à lui de participer à l'effort de guerre. Le camion et la remorque m'appartiennent, mais j'ai décidé de les prêter à l'armée yougoslave en ce moment. Je me mets à leur disposition avec tout ce que j'ai. C'est gratuit, gratuitement. Écoutez ça, c'est un chant serbe patriotique. Aujourd'hui, la plateforme de son semi-remorque va servir de podium pour un meeting anti-OTAN. Il va avoir lieu devant le centre culturel américain sous la surveillance de la police. Mais lorsque ses amis découvrent qu'une équipe de télévision française le suit, le ton monte. Les Français sont les ennemis des Serbes, au même titre que les Américains. Toi, tu sais qu'est-ce que tu es pour moi? Tu sais quoi? Tu es un simple zéro. Tu vas voir après. On va pas se bagarrer ici, devant les gens. Tout simplement, toi et moi, on va discuter de tout ça après. Quand tu voudras. T'es qu'un simple zéro comme Serbe. Emmène-moi ce caméraman. Tu es un simple zéro, tu comprends? Pendant que je faisais la guerre, moi en Croatie, tu n'as pas eu le courage d'y aller, toi? On va pas se disputer ici devant les gens. On n'est pas venu ici pour ça. On va discuter après de ça, entre hommes, après. Écoutez, moi ici, je suis l'organisateur. Et ça, c'est la télévision française, indépendante. Ils ne récupèrent pas les images de CNN. Ils sont ici pour faire un reportage. Écoutez, nous, on veut pas d'eux et c'est tout. Pour eux, la situation au Kosovo n'est pas claire. Ils ne savent pas quel est le problème. Le Kosovo, le berceau serbe, le Kosovo, c'est la culture serbe. C'est tout pour nous. Je leur ai dit, en France, ils ne savent pas ça. Il faut leur dire. Pourquoi vous chassez les gens qui viennent ici pour nous écouter? C'est à cause de cette politique imbécile que nous en sommes arrivés là. Parce que les gens ne savent pas, ils ne savent pas ce que c'est que le Kosovo. Il faut leur dire. Et nous, on est en train de chasser ceux qui viennent nous écouter. Moi, je rassemblerai tous les journalistes du monde pour qu'ils voient. Pas un, tous. Vous vous êtes pas bien compris. Je vais aller le voir tout de suite. Tu vas voir, il ne veut même pas discuter. Lui, il vient me parler de patriotisme à moi. Il veut me chasser, moi. Il peut essayer. Moi, je le laisse parce que j'ai envie de... Je n'ai pas envie qu'on se batte entre nous. À moi, il me dit ça. Pour nous protéger, Miodrag nous a conduits sur la terrasse d'un immeuble voisin. D'ici, on peut suivre le meeting sans être pris à partie. Mais pour la deuxième fois aujourd'hui, les sirènes retentissent au-dessus de Podgorica, une nouvelle alerte aérienne. Nous ne sommes même pas inquiets. Nous n'avons pas peur. Cette manifestation va continuer, même si les bombes tombent tout près. On n'a pas peur de l'OTAN.
À des kilomètres de là, dans le nord, les partisans du président démocrate ont levé une armée de 12 500 policiers pour faire barrage à l'armée serbe, 2 fois plus nombreuse. C'est elle qui demain pourrait défendre l'intégrité du Monténégro contre l'armée fédérale yougoslave. Aujourd'hui, dans le nord du pays, le conseiller du président vient saluer les nouvelles recrues, des agriculteurs, des artisans, des chômeurs. Gospodine savjetniče, posebna jedinica policije spremna je za vašu smotru. Raportira komandir Bulatović. MSU, pano! Je suis un peu surpris par un tel accueil, mais agréablement. Je suis venu avec mes collaborateurs voir ce qui se passe à Kolašin, rendre compte de la situation au président de la République. La situation au Monténégro, vous la connaissez. Sinon, vous ne seriez pas en uniforme et nous n'en serions pas arrivés là. Vous savez que le Monténégro n'a pas choisi ce qui arrive. Cela nous a été imposé. Nous cherchions la paix, nous n'avons pas choisi la guerre. Un tel conflit ne fera que renforcer ceux qui l'ont cherché. Le régime de Belgrade et les nationalistes albanais. Je suis content d'être avec vous, malgré les circonstances. Je suis content de vous voir. Je vous souhaite le meilleur, bonne santé. Et sauvegardons la paix au Monténégro. Merci beaucoup encore une fois. Nous avons apporté une bouteille que nous boirons tous ensemble. Bien qu'ils soient moins nombreux et surtout moins bien équipés que l'armée fédérale yougoslave, tous ces réservistes sont déterminés à se battre demain pour le Monténégro. La menace est réelle. Pour les responsables locaux du Parti démocrate, Milošević pourrait se rendre responsable d'une guerre civile au Monténégro. Milošević est un pyromane. C'est lui qui allume le feu et c'est encore lui qui demande au monde de l'aider à l'éteindre. L'Occident a commis une énorme erreur. Ils sont entrés dans le conflit des Balkans alors qu'ils ne connaissent ni la Yougoslavie ni les Balkans. Le monde pensait qu'un film en noir et blanc se déroulait ici. Que d'un côté ils sont tous noirs et que de l'autre ils sont tous blancs. Mais tout cela est tellement complexe. L'Occident ne le comprend pas et ne l'a jamais compris. Et maintenant que les bombardements de l'OTAN ont commencé, il aurait fallu avoir un but bien défini ainsi qu'une durée limitée. Il se passe 2 choses actuellement. Le peuple et le pays souffrent, c'est-à-dire des innocents et ceux à qui on n'a pas demandé leur avis, tandis que le pouvoir des coupables se renforce, celui de Milošević et des nationalistes albanais. Ambiance d'avant-guerre civile, même dans les villages les plus reculés, comme ici à Kolašin, un village de montagne. Dans ce petit restaurant où tout le monde se connaît, la fracture entre pro et anti-Milošević devient chaque jour plus évidente. On n'attend plus la fin des repas pour que les amitiés se craquellent. Miško Vuković compte à présent ses alliés. À la table voisine, un partisan de Milošević, un ami d'enfance, manifeste son désaccord. Kakvi smo mi prijatelji, koji godinu i pol dana ili 2 godine pričamo? Kakvi smo mi prijatelji? Ne sretamo se, pričamo. Sretamo se, nego radite protiv prijateljstva, protiv drugarstva. Nije, jel? Starom će sve ovo vidjeti. Zašto sam ja, samo te pitao zašto ja imam 2 krivična postupka, šta sam ja to uradio? Šta sam ja to uradio Mišku Vukoviću da ne možemo da se pozdravimo kao ljudi? Ništa, ja mislim ništa. Ja mislim, ali šta je to? Kakva je to demokratija ako ne smijemo da sjedemo, da se pozdravimo i tako dalje? Mi se znamo mnogo prije kad smo dijelili bon. Da. Mi smo bili pripadnici iste partije. Izvršnog odbora, ja sam bio, on nije. Tako dalje, tako dalje. Ovo je da pričamo, o kojoj demokratiji pričamo? Koja je to demokratija? Živela Jugoslavija, Srbija, Crna Gora. À 2 heures d'avion du Kosovo, Évry, en région parisienne. L'homme qui sort de l'hôpital contre l'avis des médecins
c'est Bartul Marmouti, le responsable politique de l'UCK. Une crise aiguë de colite néphrétique l'a terrassé quelques kilomètres avant Paris. Mais il doit coûte que coûte être au rendez-vous qu'il a aujourd'hui avec des responsables politiques français. Alo, Plorat, bardhyllin telefon. Grumbulloj informacionet çka ka ndodhur dje edhe sot, edhe dërgoja me faks. Merren lidhje telefonike më njëherë. Këtë se u smuna rrugës, kam pas një problem me veshkët. Po. Veshkët gur. Po. Gur e din që themelet duhet me ndërtohet shtetit të ri, gur po mungojnë. Këtu. Est-ce que vous vous sentez bienvenu en France? Oui, j'ai des amis qui m'accueillent volontairement, mais j'avais toujours des problèmes au niveau de l'administration. Quand je demandais les visas d'entrée, ils traînent, la réponse traîne. Et parfois, les rendez-vous sont d'urgence. Je ne peux pas attendre toutes les procédures administratives. J'ai essayé de me présenter à la frontière. Heureusement, cette fois, il n'y avait pas de garde frontière et j'ai passé donc sans problème. C'est donc sans visa que le responsable de l'UCK arrive au Quai d'Orsay. Une visite encore discrète. Nous sommes les seuls journalistes au courant de ce rendez-vous. Pourtant, Bartul Marmouti est aujourd'hui une personnalité incontournable. Du gouvernement français, il espère obtenir un soutien réel pour son mouvement. Est-ce que c'est un petit peu l'officialisation de l'UCK? L'UCK dirige la conférence à Rambouillet, donc elle est officielle. Hein? Mais sans être vraiment reconnue, est-ce qu'aujourd'hui elle est reconnue comme étant un partenaire? Oui, elle est reconnue, hein, bien sûr. De cette rencontre secrète, Bartul Marmouti ne nous dira rien. Aujourd'hui encore, l'image de l'UCK n'est pas très claire auprès de la communauté internationale. Ce journal parle de vous? Non, je ne crois pas. Il parle des talibans, des terroristes. Je ne sais pas, mais il y a une manipulation. On a pris le nom de l'UCK et on colle n'importe quoi. On essaie de stigmatiser. Donc il ne s'agit pas vraiment... Si on tient compte de ce qui est écrit, la réalité est tout à fait différente. À 11h, nouveau rendez-vous, cette fois à l'Assemblée nationale. Bartul Marmouti doit rencontrer Jack Lang, le président de la Commission des Affaires étrangères, toujours dans le plus grand secret. Monsieur Marmouti, vous êtes reçu au Quai d'Orsay, vous êtes reçu au ministère de la Défense, vous êtes reçu à l'Assemblée nationale, et vous n'avez toujours pas de visa? Mais qui vous a dit que je suis reçu au ministère de la Défense? Il y a des choses à cacher? Non, ce n'est pas des choses à cacher, mais est-ce que vous voulez savoir tout ce que je fais ici? Non. Est-ce que vous avez un visa alors maintenant? Hein? Non, pas encore. Je n'ai pas besoin de visa. Est-ce que vous? Même pour rentrer à l'Assemblée nationale et dans tous les endroits officiels en France? Oui, attendez. Est-ce que c'est ça la diplomatie? Je ne sais pas ce que vous entendez par diplomatie. Je fais mon travail. Ce qu'espère de cette visite le porte-parole de l'UCK, ce sont des parachutages humanitaires sur le Kosovo. Il y a d'un côté l'urgence de parachuter l'aide humanitaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de parachuter. Malgré les risques qui existent, le risque est minime par rapport à cette tragédie qui touche des centaines. Dans quelle zone c'est possible? Dans plusieurs zones. Donc, on va continuer. Merci. Comme ça. Donc, j'espère que je le remonte. Durrës, la seconde ville d'Albanie, le plus grand port du pays.
Les volontaires français de l'UCK que nous avions quittés à Bari en Italie débarquent dans la nuit. Dès leur arrivée, les hommes sont pris en main par des officiers de l'UCK. Les formalités sont expédiées, ils doivent juste signer leur engagement dans l'armée de libération du Kosovo. Negociatës ka rëbë. Po vetëm numrin atje apo komplet që shtirë kuptumet aty Kosovës me llogaritën. Telefonit. Telefoni. A më thonë vetë që shihet telefoni, telefoni dhe personi kontaktues në Francë, comme dit. Nasser, le numéro de qui à prévenir en cas de problème? C'est le numéro de ma femme. Telefoni dhe personi kontaktues që kishë në një. Ndryshme, amanet çfarë do më lëm? Amanet. Me vrashkie. Me vrashkie. Me vrashkie me atë familje. Mune. Kjo shkova se s'keni lënë kur gjë. Ale u bëj. Dile më me vetë. A me vetë më ta. Unë atë për Le lendemain, départ pour le nord de l'Albanie, un voyage d'une dizaine d'heures. Je suis prêt à mourir. La preuve, je me lance dans une guerre. Dans une guerre que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'est la guerre. D'un sens, psychiquement, je suis préparé. Physiquement, je pense que je suis préparé aussi. Mais je n'ai jamais vécu une guerre. La réalité, ce sera une fois que je serai sur place. À quelques kilomètres de la frontière du Kosovo, sur la place du village, un bus de réfugiés s'est arrêté. Nasser se précipite en compagnie de ses frères d'armes. Il recherche son père et ses frères, disparus dans la région de Ferizeh. Hassan, Pikajt Hassan I pasmi Hassan. Hein? Pikajt I pasmi. Ah, fush Kosovë. Fush Kosovës. Apo në Hassan. Fushtres. Ils sont passés vraiment pas possible. Une situation qu'on peut plus imaginer, inhumain. Kanë pranë për Skënderajve. Një grua na ka kallëzu, ka po gru, se ka po fëmijë pa kry, pa kam, pa dur. Il y a une jeune femme qui est venue de Skënderaj, de la région de Drenica, et laquelle elle a confirmé. Elle a confirmé qu'elle a vu des enfants sans tête, des femmes. Ma shkujtja ka nolën kufi krit, ma shkujt ishin veç gratë me fëmijë të vogël, me të paralizon 3 ditë pa hangër, kishin hangër kallamash të përgjit. Les hommes, ils les ont gardés à l'intérieur des frontières yougoslaves, à l'intérieur, comme l'habitude, comme ils font les Serbes l'habitude. Et les femmes et les enfants, quelques-uns, ils sont venus presque moitié paralysés, 3 jours sans manger, sans rien du tout, maltraités, frappés, tout ce qu'on peut l'imaginer au pire. Janë kanë marrë traktuar në kufi, pas në kufi apo. Gajret bone. Uj, shko më shef shishin me uj. Shko më shef me uj. A keni shisha tjera, për uj? Re, hëp për ta mushe. Mene qëto dy vëjës, s'kam qëta. Po, jo pse me I marrë. Hane. Me të poshojnë pak të tri. Me të poshojnë pak. Se na jenë poshushën për Evropës, me të poshojnë pak si t'jam Armenia, me të ngjitën në QK-s. Me të ngjitën në QK-s. Edhe ata që janë halo dot, ka 2.000, 3.000 për Evropës ditë vina. E ngjitën më shtrirëm të orë. Veç poshoni pak, se na jenë poshushëm. Na jena këtë me zemër plast, jem njerës para me të pa shpirt, për shkije. Njerës thonë njën meta. Zotë për para në përmoka jena. Gajret bone në najdit. Kemi po gajret që s'disa vite dhe pa gajret. Avant de rejoindre les brigades de l'UCK à l'intérieur du Kosovo, Nasser et ses camarades suivront pendant 15 jours un entraînement militaire rudimentaire dans un camp situé près de la frontière. Depuis le début du conflit,
1 millier d'Albanais de l'étranger auraient rejoint les rangs de l'UÇK. Rugova au Kosovo, un camp caché dans les montagnes qui enserrent la ville de Peć. C'est ici que l'UÇK regroupe ses nouvelles recrues. Depuis plus d'une semaine, les combats font rage autour de la ville de Peć. L'artillerie serbe décime les rangs de l'UÇK. Ces combattants épuisés, c'est ce qui reste des brigades 131, 132 et 133, défaites par la dernière offensive serbe. Une colonne de 200 rescapés qui traînent avec eux une cinquantaine de blessés. Depuis 9 jours, à 3000 mètres d'altitude, dans les sentiers de montagne, dans le froid et dans le vent, ils fuient devant l'avancée de l'armée yougoslave. Ils vont devoir marcher 2 jours encore pour rejoindre l'un des derniers bastions de l'UÇK, la caserne de la brigade 136, dans une zone toujours sous leur contrôle. Les hommes qui encadrent ces brigades sont des militaires de carrière, préparés depuis plusieurs années à la lutte armée. Certains n'ont pas hésité à quitter les rangs de l'armée yougoslave ou albanaise pour combattre au Kosovo. Cet homme blessé il y a 4 jours par un tir de sniper est un officier commandant l'une de ces brigades. Azem a quitté la Suisse il y a plusieurs années pour rejoindre l'UÇK. J'étais blessé par balle. Où ça? Comment? Dans le village de Kralen. Je suis blessé dans la partie gauche de l'abdomen. Les militaires, les paramilitaires, la police serbes ont vidé le village, ils ont tout organisé et puis fui la population vers la Djakova et après je suppose vers l'Albanie. Cette colonne fantôme compte dans ses rangs des gamins d'une quinzaine d'années. Tous ces villages sont en feu. Tous les villages autour de Djakovica. Il y a beaucoup de gens tués là-bas. Leurs corps sont encore dans les rues. Épuisés, désormais toutes les 10 minutes, les hommes doivent s'arrêter. Depuis 4 jours, isolés, blessés, ils n'ont reçu aucun soin, aucun ravitaillement, aucun médicament. Le commandant Azem, comme tous ses hommes, n'aura droit pour toute nourriture qu'à du pain, de la neige fondue et du sucre en poudre. C'est très fort comme motivation pour quitter la Suisse et se plonger dans une situation comme ça. Vous pouvez me parler un peu de ça? Bien, peut-être oui.
vous avez raison, c'est très dur. Mais quand on a une motivation telle qu'on a tous ici un grand moral pour combattre, pour défendre notre pays, alors nous devons le faire, parce que personne ne le fera pour nous. Je me suis retourné ici directement à la guerre. Je n'ai pas pu aller à la maison pour voir ma famille. Depuis quelques 9 mois, je n'ai pas de contact avec eux. Coupé de son commandement, sans moyen de transmission, cette armée en déroute n'a qu'une solution, avancer. Non. Dans les Balkans, cette guerre à but humanitaire qui se voulait expéditive entame maintenant sa 5e semaine. 900 000 hommes, femmes et enfants chassés de leur pays sont désormais condamnés à l'exil. Au Kosovo, en Albanie, en Macédoine et au Monténégro, la catastrophe humanitaire a bien eu lieu. Épuration ethnique, massacre, déportation, pour tout être humain, c'est la honte qui signe cette fin de siècle. Dans les locaux de la Fédération internationale des droits de l'homme, l'avocat William Bourdon rend compte de son enquête au Monténégro. Ses premières conclusions pourront être utilisées par le tribunal international de La Haye. Ce qui s'est passé relève de façon absolument indiscutable des crimes contre l'humanité. Je pense qu'on est à la lisière du génocide dans certains cas. Et l'histoire dira, ça sera le tribunal pénal international, devant lequel on présentera un amicus curiae qui regroupera les 3 rapports Monténégro, Albanie, Macédoine. Ça sera le tribunal pénal international qui, à mon avis, enfin j'en sais rien, mais dira dans certains cas c'est des crimes contre l'humanité, dans certains cas il y a eu en plus des crimes de génocide. En tous les cas, on est très loin du crime de guerre. Il y a entre 600 et 800 000 personnes qui sont en danger de mort au Kosovo. Là, aujourd'hui, parce que ce qui est terrible dans ce qui se passe, c'est que les crimes contre l'humanité, on a essayé de déterminer dans quelles conditions ils sont passés, mais ils continuent aujourd'hui à se commettre. Et rien ne les arrête. Donc notre obligation morale, politique même d'une certaine façon, c'est de faire entendre des choses que les États savent et ne veulent pas dire, parce que s'ils le disaient, ça compromettrait la gestion parfois très cynique de leurs intérêts régionaux ou internationaux. Et évidemment que la chose qui vient à l'esprit, c'est que la communauté internationale a commis un crime en lançant des frappes sans anticiper sur le coup qu'allait jouer Milosevic sur l'échiquier, c'est-à-dire l'exode forcé, prémédité, organisé de centaines de milliers de personnes, et que ça, effectivement, il y aura des leçons, c'est le moins qu'on puisse dire, terribles à en tirer. La Turquie, après la Macédoine, pour Avdouch et sa famille, c'est la fin du voyage. Désormais, c'est à 200 km d'Istanbul, dans le camp de Kirklareli, qu'ils vont attendre que la guerre se termine, avec l'espoir de rentrer un jour chez eux. Un nouvel exil commence. C'est un camp militaire et des mesures de sécurité draconiennes qui attendent les réfugiés. Le gouvernement turc a refusé la présence des ONG du HCR. Seul le Croissant Rouge y a accès. Ici, les réfugiés reçoivent le nécessaire pour leur installation. Manque une chose essentielle, la possibilité de communiquer avec l'extérieur.
Ça me paraît bien, mais je pense à mes 2 frères restés là-bas. On est très fatigués. On a faim, on n'a rien mangé depuis hier soir. Les enfants sont épuisés. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sera mieux qu'au village où il y avait des tirs. Nous n'aurons plus peur. Avdouch et sa famille aperçoivent Shkipé et tous les siens, leurs voisins du camp de Brajda, arrivés ici avant eux. Des retrouvailles qui réchauffent dans l'anonymat du camp. Ils vont s'installer dans des tentes voisines pour un temps dont tous ignorent la durée. Nos fils se battent contre la Serbie. Le peuple albanais ne pourra plus vivre avec les Serbes. Ils nous ont brûlés, tués, massacrés. Nous ne pourrons plus ni travailler ni vivre avec eux. C'est l'indépendance ou bien rien. C'est terminé à tout jamais.